Voilà donc, nous sommes au sein de cette émission politique spéciale élection départementale. Nous sommes donc sur le canton numéro 21, canton donc de Vieux Habitants, canton qui regroupe plusieurs communes, donc commune de Baïf, commune de Vieux Habitants bien sûr, et la partie de la commune de Bouillante non incluse dans le canton numéro 1 de Sainte-Rose. Voilà donc un canton quelque peu éclaté. Et je vous rappelle que les sortants de ce canton sont Aramis Sarbo et Marie-Lucille Breslau. Nous sommes en compagnie d'un binôme, un binôme que vous connaissez en partie, puisque Thierry Abelli est le maire de la commune de Bouillante. Il est ingénieur. En 2015, il était accompagné de Madame Sylvie Gustave Diduflo. Le binôme avait eu 1801 voix, soit 21,76% des suffrages exprimés. Madame Leslie Gérant est gestionnaire conseil à la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe. Elle était aux dernières municipales de 2020 sur la commune de Vieux Habitants. Donc, elle fait, on va dire, quelque peu ses débuts en politique. Madame Gérant, bonsoir. Monsieur Abelli, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Thierry Abelli, donc, vous étiez, je l'ai rappelé déjà, aux élections départementales de 2015. Vous revenez sur ces élections. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je crois que c'est la situation de ce canton sur le plan économique et social, où on voit quand même que c'est un territoire qui est relativement fragile. Et la crise sanitaire que nous traversons, je dirais même que nous subissons depuis plus d'un an, ne fait que renforcer cette fragilité. Je rappelle quand même que c'est notre territoire, c'est l'un des territoires sur lesquels on a le plus fort taux de chômage. Quand j'entends chômage, je parle aussi bien du chômage des jeunes que des chômages des 15-65 ans. C'est un territoire où on a un tiers de la population qui a plus de 60 ans. Quand j'entends ici et là qu'on dit que les prévisions d'ici une dizaine d'années prévoient que la population de la Guadeloupe est un tiers de personnes âgées, nous, dans ce canton-là, on y est déjà. C'est un territoire sur lequel on a une insuffisance en termes de structure d'accueil pour la petite enfance. On a des personnes en situation de handicap. On a des personnes qui bénéficient de minima sociaux. Je rappelle quand même 62% de la population bénéficie de couverture sociale, qui de la CAF, qui d'autres prestations sociales. Et ça montre, j'allais dire, ce sont des indicateurs qui montrent que ce territoire-là est très fragile et qu'il va falloir investir, en tout cas mettre des actions pour qu'on puisse rehausser le niveau, tant économiquement que sur le plan social. Et j'ai constaté qu'au niveau du département, même si le slogan c'est la collectivité de toutes les solidarités, on est encore très loin du compte, puisqu'on constate une diminution, un désengagement du conseil départemental en termes d'investissement sur ces questions-là. Le compte administratif 2019 du conseil départemental est excédentaire de 47 millions. C'est quand même pas rien. Et pourtant, les crédits qui ont été votés, qui pour, j'allais dire, les aides aux personnes âgées, qui pour le RSA, qui pour l'aide personnalisée à l'autonomie, qui pour les associations, qui pour les personnes en situation de handicap, en 2019, c'est 21 millions de crédits qui ont été votés, qui ont été annulés. Et en 2020, tenez-vous bien, c'est 37 millions de crédits qui sont annulés. Sauf à croire que le territoire est déjà satisfait, en tout cas sur le plan social, sur les questions, les politiques que je viens d'évoquer. Il y a quand même un problème, des crédits qu'on vote chaque année qui sont annulés parce qu'ils ne sont pas utilisés alors que les besoins sont sur ce territoire. Donc il y avait une volonté de ma part de porter la voix, j'allais dire, de cette partie du territoire pour qu'elle soit entendue et que les actions soient bien menées en faveur de ces populations. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai souhaité aussi permettre le rafraîchissement de la classe politique parce qu'effectivement, dans notre stratégie, avec mes partenaires, mes alliés, j'allais dire, dans cette partie du territoire, on avait envisagé un binôme composé d'une personne
de vieux habitants et d'une personne de Baïf en titulaire, et Bouillante aurait été en suppléant. On s'est rendu compte qu'il fallait quand même profiter de la notoriété que j'ai, quelque part. Je ne suis pas en situation de cumul de mandat, donc rien ne m'interdit juridiquement d'aller aux élections, et faire en sorte que qu'il y ait vraiment un rafraîchissement de la classe politique, puisque comme vous voulez le dire, Leslie Girand, qui est une fille très bien, mais elle débute en politique, elle n'est pas forcément connue, et c'était une manière de faciliter en tout cas le renouvellement de la classe politique en faisant venir une nouvelle génération, puisque je considère que je fais partie d'une nouvelle génération parce que, par rapport à ceux qui étaient là avant moi, et Jessie va faire partie de la nouvelle génération qui sera après moi. Oui. Alors, vous dites, oui, la fraîcheur et tout. Alors, déjà, en termes de disponibilité, est-ce que vous avez le temps? Vous avez à gérer une grosse communauté d'agglo. Vous êtes le président de cette communauté. Oui. Vous êtes le maire de la commune de Bouillante. Oui. Est-ce que vous aurez suffisamment de temps? Est-ce que 24 heures, ça vous suffira? Écoutez, être conseiller départemental, j'allais dire, ça ne nécessite pas. Je veux dire, la fonction des élus, c'est pas être, ce sont pas des employés. Je veux dire, celles de ceux qui croient que être élu, c'est être un employé à plein temps. Je n'y crois pas. Je veux dire, le législateur n'a pas prévu ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la rémunération qu'on perçoit est appelée une indemnité de fonction. Donc, j'allais dire, l'action que je vais mener au sein du conseil départemental, je peux la mener en étant assis dans le bureau de la mairie de Bouillante, en étant dans le bureau du Grand Sud Caraïbes. Pour moi, il n'y a aucune incompatibilité. Ce qui change, en tout cas, ce qui fait la différence, j'allais dire, c'est l'expérience, c'est la compétence et l'engagement. Et je crois que personne ne peut m'enlever ces trois qualificatifs-là. Alors, vous vous trouvez au niveau de cette élection face, les sortants ne se représentent pas, mais vous vous trouvez face quand même à un binôme qui regroupe deux maires. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Non, absolument pas, parce que je rappelle quand même que Jules Otto et Marie-Mine Ponchatton ont été conseillers départementaux. L'une a été, j'allais dire, écartée au profit de l'autre. Donc, quelque part, je veux dire, c'était une forme de reconnaissance de la part des membres de leur parti politique, de mouvement politique, de reconnaître qu'elle n'était pas à la hauteur. Et l'autre, qui a été quand même vice-président du conseil départemental, dans la majorité plurielle qui existait à l'époque avec Jacques Gillot et le Parti social de GUSR, qui a été quand même désavoué par la population de ce canton-là. Donc j'allais dire, excusez-moi, mais ceux qui ont été par le passé en responsabilité, qui n'ont pas été renouvelés, qui par leurs membres, leurs amis politiques ou qui par la population, aujourd'hui je n'ai pas à avoir peur de ce binôme-là. Je crois que nous sommes en tout cas, Leslie et moi, nous sommes engagés. Nous avons démontré, en tout cas pour moi qui ai une petite expérience dans la politique, que nous sommes des hommes d'engagement, qui pour Leslie, qui est très impliquée dans la vie associative de son territoire, non, nous n'avons pas à avoir peur de ce binôme-là. Et nous sommes convaincus, en tout cas, que la population saura reconnaître quel est le binôme qui saura faire avancer ce territoire-là. La machine Victorin Lurel sera derrière eux. C'est pas, ça ne Écoutez, fait pas peur en non 2015, la machine Victorin Lurel était derrière eux. La machine Victorin Lurel est encore beaucoup plus puissante et pourtant ils n'ont pas réussi. Donc en 2021, je ne crois pas qu'on devrait avoir peur de la machine Victorin Lurel. Merci Leslie Girand, jeune en politique, on va dire cela. C'est vrai que le reproche a souvent été fait aux jeunes de ne pas s'engager, de ne pas s'impliquer en politique. Est-ce que c'est ce discours qui vous a motivé? Oui, donc avant tout, je vais quand même saluer la population du canton 21 ainsi que les téléspectateurs et téléspectatrices de Canadis. Donc effectivement, nous avons toujours tendance à reprocher aux jeunes de ne pas s'impliquer politiquement. Et effectivement, ça m'a motivé à vouloir faire avancer mon territoire, voilà, qui aujourd'hui est un peu dévalorisé. Et il faut un début à tout. Voilà, j'ai eu la proposition et je n'ai pas hésité à répondre favorablement afin de mettre mes compétences en avant pour faire avancer la Côte-sous-le-Vent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un canton que vous connaissez bien? Oui, donc alors sur le territoire abissois, bon, je connais voilà, assez bien. Je pense que la population baïfienne, une partie, et celle de Bouillante aussi, par mes différents projets que j'ai menés avec les associations de la ville de Vieux Habitants, oui, ils me connaissent et je connais assez bien le territoire. Alors, est-ce que
de par votre présence, vous pensez sensibiliser les jeunes particulièrement? Mais ça sera mon rôle et je ferai tout justement pour les mobiliser. Parce que comme M. Abelli l'a dit précédemment, nous devons changer la classe, renouveler la classe politique. Ça fait des années que nous entendons parler toujours des mêmes. Alors, on ne les reproche rien. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. Il serait bon de renouveler la classe politique en donnant la place aux jeunes afin de montrer de quoi ils sont capables et faire avancer le territoire. Quelle est votre vision de ce canton lorsque vous l'avez sillonné? Quel a été le constat? Alors, le constat, aujourd'hui, nous constatons que le territoire a des richesses extraordinaires, que ce soit au niveau réserve naturelle ou encore patrimonial. Voilà, et nous devons mettre en valeur toutes ces richesses et faire en sorte que la Côte-sous-le-Vent retrouve sa juste valeur. Alors, est-ce que vous dites que ce canton a été un canton oublié? En quelque sorte, oui. Oui, Thierry Abelli, un canton oublié. Peut-être le terme est un peu fort, je vais nuancer, je dirais que c'est un canton sur lequel où les actions n'ont pas été à la hauteur des attentes et des besoins d'un territoire. Je ne cesse de dire que la Côte-sous-le-Vent a des faiblesses, ça, elles sont connues de tous, mais en tout cas, je fais partie de ces élus, cette nouvelle génération d'élus, qui pensent que de nos faiblesses, nous pouvons en faire une force. Je veux dire, si on est sur l'action et les compétences du conseil départemental, comme je viens de le dire, on a un tiers de notre population qui a plus de 60 ans. C'est un territoire vieillissant. On a un territoire sur lequel on a le plus de chômeurs, que ce soit les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Eh ben, j'estime qu'on a les moyens, surtout quand on observe que les crédits qui sont votés au conseil départemental pour des actions bien particulières en faveur des personnes en situation de handicap, en faveur des personnes âgées, en faveur de l'insertion. On constate que les crédits qui sont votés chaque année en début d'année sont annulés parce qu'ils ne sont pas utilisés. Mais je dis qu'on peut encore mettre un peu plus de moyens sur ces territoires-là, de manière à ce qu'on profite du taux de chômage qui est relativement élevé de ces populations pour pouvoir leur permettre de s'insérer en aidant les personnes âgées, parce que les personnes âgées de notre territoire... Mais j'ai quand même un petit souci avec tout cela, Thierry Abelli. Dites-moi. Des crédits annulés. Et pourtant, tous les binômes, peu importe, les cantons disent oui, mais il faut faire. Oui, pour les sortants, oui, nous avons fait. Oui, tout se passe bien. Alors, c'est vrai qu'on a deux discours et aujourd'hui, on se dit, mais qui croire, comment se rendre compte de ce qu'il y a réellement, puisque les attentes, effectivement, sont là. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'on peut vraiment rentrer en plein cœur de l'Assemblée départementale pour comprendre ce qui se passe? Ben, écoutez, là-dessus, je serais tenté de dire, je ne demande pas aux gens de me croire sur parole. Je crois que dans chaque famille aujourd'hui, on trouve des gens qui sont capables d'aller vérifier les informations qu'on donne. Je ne fais pas partie de ces élus qui font de la démagogie, je parle sur des faits. J'invite les Guadeloupéens à aller analyser les comptes administratifs 2019 et 2020 du conseil départemental. J'ai sous les yeux un extrait. Subventions aux associations, les crédits votés, on a plus de 7 millions. Crédits annulés, c'est marqué 2 945 000. Pareil sur l'APA, pareil sur les prestations pour les personnes en situation de handicap. Pareil, je veux dire, quand on cumule les informations qui sont issues du compte administratif 2020, on retrouve 37 millions de crédits qui ont été votés lors du vote du budget, qui ont été annulés parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Sauf à croire que les besoins sont satisfaits. Auquel cas, c'est normal. Je veux dire, si vous avez satisfait tous les besoins qui restent des crédits, vous les annulez. Mais en tout cas, sur mon territoire, sur notre territoire, ce n'est pas le cas. Parce que je peux trouver des personnels, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées qui ne sont pas aidées et soutenues alors qu'elles devraient l'être. Est-ce parce que les élus ne font pas leur travail? Est-ce que les élus n'ont pas recensé ces personnes et n'ont pas fait de remontée au sein du conseil départemental? Ben écoutez, c'est pas forcément aux élus de faire le recensement des besoins. Je crois qu'il y a quand même au sein du conseil départemental, il y a une administration, c'est son rôle. Les élus sont garants, j'allais dire, de la politique qui est mise en œuvre. C'est-à-dire que les élus devraient dire que voilà, moi, on a voté tant de millions de crédits en début d'année. Justifie-moi pourquoi il y en a autant qui sont annulés.
Alors que quand je circule sur un territoire, je constate que les besoins ne sont pas satisfaits amplement. C'est tout. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et là aussi, pareil, j'invite en tout cas les Guadeloupéens à les vérifier. Je ne raconte pas des conneries, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a une réalité. En tout cas, moi, je parle de mon territoire que je connais. Bouillant de vieux habitants, Baïf. On a encore des personnes en situation de handicap. On a des personnes âgées, puisque je viens de le dire, un tiers de la population a plus de 60 ans. On a des structures d'accueil qui manquent sur notre territoire, ou celles qui sont présentes ne sont pas suffisamment accompagnées, alors qu'il y a des crédits qui sont annulés. Donc, notre rôle, en tout cas notre volonté avec les SLI, c'est faire entendre la voix de la Côte sous le vent pour que les crédits soient fléchés sur des territoires où il y en a besoin. Et en tout cas, si je suis élu, et je crois en tout cas que la population de ce canton-là saura faire preuve de prévoyance, à moi tout seul, je ne changerai pas les choses, mais en tout cas, on entendra la voix de Thierry Abelli de Destis Géant, mais quand il y aura des crédits qui sont annulés, alors qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits sur un territoire. Je reviendrai avec vous là-dessus et j'aimerais laisser, vous me permettez, de faire, je vais dire, le lien avec une citation de Jacques Chirac. Jacques Chirac, qui est un homme politique, on va dire, de haut rang, puisqu'il a été président de la République française, et il disait, on ne peut pas laisser tout le monde vendre n'importe quoi au motif qu'il y a un profit. Qu'est-ce que cette citation vous inspire? Est-ce que vous voulez que je reprenne ou est-ce que ça va? Je dirais oui, c'est vrai que c'est très parlant. Je ne la connaissais pas de Jacques Chirac, mais je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que c'est pas, en tout cas moi je l'interprète de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tirer un profit sous prétexte qu'il y a des faiblesses, qu'il y a des difficultés sur la souffrance humaine et ce genre de choses. En tout cas moi j'ai été élu en tout cas à Bouillante, la population me connaît aujourd'hui. Thierry Abelli n'est pas homme à s'engager pas uniquement par rapport à ses intérêts personnels. Je veux dire, quand je m'engage quelque part, c'est que j'estime que celles et ceux qui sont là, en tout cas dans le domaine politique, celles et ceux qui sont là ne sont pas à la hauteur. Et donc c'est pour ça que je suis candidat avec Leslie Géant, parce que on considère que, voilà, déjà, les sortants ne se renouvellent pas. Alors, je profite d'ailleurs pour leur rendre un vibrant hommage, parce que, effectivement, on a tendance à dire ils ont fait leur temps. C'est pas qu'ils ont fait longtemps, ils ont compris et accepté qu'il fallait encourager l'émergence d'une nouvelle génération d'élus. Donc, qui pour Marie-Lucille Breslau, qui pour Amélie Sarbaud, voilà, ils ont considéré que, voilà, oui, ils ont apporté ce qu'ils avaient apporté pour le territoire en tant qu'élus. Ce qu'ils ont apporté, ils peuvent le faire à côté de nouvelles générations d'élus. Et donc, je voudrais très sincèrement rendre un vibrant hommage à ces deux personnalités-là. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de sortants qui se représentent. On a deux binômes qui se présentent, et je dis, voilà, face à Thierry Abelli et les Géant, nous avons un binôme qui ont été en responsabilité à une certaine époque, et qui, je rappelle encore une fois, pour l'une a été désavoué par ses pairs, ses propres amis, et pour l'autre par la population. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à croire que, voilà, par l'opération du Saint-Esprit, alors même que j'allais dire aujourd'hui, je rappelle que Jules Otto et Marie-Lise Pontchâteau font partie de la majorité PS. Yveline Pontchâteau font partie de la majorité du Conseil général. C'est le Parti socialiste qui dirige le Conseil général. Donc, le constat que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un territoire, on a des problématiques qui ne sont pas résolues. Qui pour les personnes âgées, qui pour les personnes en situation de handicap, qui pour, nos nombreux chômeurs, qui pour le RSA, etc. Alors que des crédits sont annulés, ils auraient pu, durant cette période-là, mettre à profit 2015-2021 pour dire à leur majorité, non, il faut que vous investissiez. Donc, ils ont vendu n'importe quoi, c'est ça? C'est pas qu'ils ont vendu n'importe quoi. Pour faire le lien avec la citation. Je ne dirais pas ça. Je ne veux pas entrer dans ces débats-là. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'ils auraient, en tout cas, pour être légitimes aujourd'hui à se présenter devant la population, ils auraient dû profiter du fait qu'ils ont une majorité au Conseil général, la présidente du Conseil général, une majorité de travail à laquelle ils appartiennent, pour investir et faire les bons choix pour ce territoire-là. Ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à croire que la population va croire que, voilà, quand ils avaient la possibilité de faire, ils n'ont pas fait. C'est maintenant qu'ils vont pouvoir faire et qu'ils auront la volonté de faire. Alors, Madame Gérant, je reviens vers vous avec cette même citation. On ne peut pas laisser tout le monde vendre n'importe quoi au motif qu'il y a un profit. Alors, c'est une phrase de Jacques Chirac. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, je dirais juste que j'ai toujours œuvré dans le milieu associatif, sans profit. Donc, aujourd'hui, certes, je vendrai mes capacités,
mais je n'attendrai rien en retour. Depuis ma plus tendre jeunesse, j'ai toujours œuvré, j'ai toujours fait du bénévolat. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis candidate aux élections départementales, mais toujours avec le cœur, je continue à travailler, toujours avec le cœur et par amour pour la population. Pensez-vous que cette phrase se vérifie plus que jamais aujourd'hui en politique? Elle peut se vérifier. Elle peut se vérifier. Bon, j'ai donné mon avis personnel sur ma personne. Après, ceux qui sont en attente de profit, ça n'engage que. Voilà, maintenant nous passons à cette phase. Que voulez-vous faire pour ce canton? Quelles seront vos priorités? Sur quoi pensez-vous marquer cette population? Quel est le discours, je vais dire, qui ne vérifie pas cette citation? Comment pensez-vous faire pour que cette population vous fasse confiance? Puisqu'il y a aussi ce problème de défiance de la population. Oui, donc ce que je m'engage, c'est déjà fédérer les associations, puisque les associations sont le des vecteurs primordial dans la société. Vous avez compté le nombre d'associations sur le canton? Est-ce que vous les avez recensées? Non, pas encore. Sous la ville de Vieux-Habitants, oui, mais sur le canton les communes de Bouillante et Vieux-Habitants, pas encore. Il y a combien à Vieux-Habitants? Nous sommes plus de 25 associations. Actives. Donc, il va falloir faire un travail avec l'ensemble des associations du canton pour animer le lien intergénérationnel et puis favoriser aussi le développement de chantiers d'insertion, ce qui nous permettra de répondre à pas mal de problématiques actuelles du canton. Au niveau de l'insertion professionnelle. Les jeunes sont dans l'attente. Voilà, dans l'attente, exactement. Et puis surtout, les accompagner, être dans l'accompagnement, puisque c'est très important, et favoriser aussi le développement de notre territoire au niveau culturel et sportif. Thierry Abelli. Écoutez, le domaine des compétences du conseil départemental, c'est le domaine social. En tout cas, moi, ce que je veux avec Leslie, ce que nous voulons, c'est que les personnes âgées sur ce territoire aient une réponse adaptée à leurs besoins. Qui les personnes qui sont en situation de perte d'autonomie, qui sont celles qui sont peu dépendantes, il faut qu'il y ait une réponse pour chacune d'elles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je veux dire, en termes d'offres pour l'hébergement des personnes âgées, on a des situations où ce sont des EHPAD qui ne sont pas accessibles à la population de ce canton-là par rapport à leur niveau de revenu de leurs parents, etc. Il faut expérimenter de nouvelles offres pour accompagner. Plus d'EHPAD? Non, pas plus d'EHPAD, puisqu'on a atteint les limites de l'EHPAD. On s'est rendu compte que le coût d'EHPAD est relativement élevé, et je le redis encore. Je veux dire, je vois aujourd'hui... Plus élevé en Guadeloupe qu'en Martinique? Peut-être, oui, probablement, mais voilà, c'est ce qui montre bien que c'est pas sur ces solutions-là. Moi, je prends l'exemple. Moi, je suis maire de Bouillante. Je suis souvent sollicité pour des avis sur les demandes au niveau du CCAS ou des demandes d'aide sociale à l'hébergement, ce qu'on appelle l'ASH, pour les personnes qui sont hébergées dans les EHPAD. Je constate que c'est rarement quelqu'un de ce canton-là qui est à l'EHPAD de Bouillante, parce qu'effectivement, le profil social de la personne en situation de perte d'autonomie, ses ayants droit sont dans une situation sociale fragile. Donc, ils n'ont pas les moyens d'aller dans des EHPAD. Donc, c'est pas ça qu'il faut développer dans ce secteur-là. Il faut expérimenter de nouvelles formes. Le maintien à domicile? Le maintien à domicile, suivant le niveau de dépendance de la personne. Créer de ce qu'on appelle l'habitat partagé. Vous pouvez avoir des personnes âgées qui vivent dans une maison ensemble et on mutualise un service d'auxiliaire de vie qui les accompagne pour celles et ceux qui en ont besoin. Et en fait, je veux dire, il y a toute une panoplie de services qu'on peut développer, en tout cas qu'on peut expérimenter sur ce territoire. Je pense en particulier à l'hébergement intergénérationnel, parce que sur nos territoires, qu'est-ce qui se passe? À cause du chômage, à cause des difficultés économiques, on a beaucoup de jeunes qui quittent le territoire. Donc très souvent, les personnes âgées se retrouvent seules chez elles. Dans une grande maison où il y a des pièces vides et compagnie. Souvent, on a des jeunes
qui ont des difficultés à trouver du logement ou qui n'ont pas forcément les moyens de payer un logement trop élevé, on pourrait imaginer que ces personnes-là, les jeunes, viennent habiter chez la personne âgée et en contrepartie de services rendus, que ces jeunes-là s'occupent de ces personnes. Alors là, ce serait une volonté individuelle. Parce mais oui, mais est-ce que les jeunes ont envie d'aller habiter avec mais les personnes âgées et vice-versa? il faut, non, le lien intergénérationnel. Quelquefois, on voit que ces deux mondes-là il faut sont en friction. il faut favoriser le lien intergénérationnel. Et il faut, comme je le dis, pouvoir répondre. Ça veut dire, Madame Boissé, qu'on laisse tomber nos personnes âgées, puisque de toute façon, si on développe des EHPAD dans le secteur de ce canton-là, les gens de Bouillante, les habitants de Baïf, n'ont pas les moyens d'y aller. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on laisse tomber nos personnes âgées? Non, il faut créer. Il faut expérimenter de nouvelles formes d'hébergement pour ces personnes-là, privilégier l'hébergement à domicile quand cela est possible, et quand cela n'est pas possible, voir comment on peut créer des regroupements avec des services en commun qui feraient que les coûts seraient beaucoup moins élevés qu'en situation d'EHPAD. Je vais aussi pouvoir, avec les cibles, répondre à la problématique des personnes en situation de handicap. Trop de personnes m'interpellent en me disant, voilà, on a fait des demandes à la MDPH, on n'a pas de réponse, ça traîne, etc., etc. Je veux dire, toute demande doit avoir une réponse dans des délais raisonnables, qu'elle soit positive ou négative, mais on ne peut pas laisser les gens entraîner les choses. Alors, accueillir ces personnes jusqu'à 60 ans, parce qu'on sait bien que passé 60 ans, ces personnes raison de plus pour dans les familles, avec des familles âgées déjà, donc peut-être des structures adaptées pour des personnes ayant plus de 60 ans. Il y a ça aussi, il faut travailler sur effectivement les plus de 60 ans, etc. On veut pouvoir aussi répondre à la problématique de l'accueil à la petite enfance. Sur ce territoire en particulier, on a une forte proportion de gens, de familles, qui sont en situation de monoparentalité. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent aller travailler s'il n'y a pas des structures d'accueil pour les enfants? Donc il faut qu'on développe, ou en tout cas celles qui existent, les rares qui existent, qu'on les accompagne pour que qu'il y ait une offre qui soit adaptée à la population. On parlait de RSA tout à l'heure. Moi, je veux qu'avec les on en a discuté, on veut que sur notre territoire, le RSA ne soit qu'un passage. On ne veut pas que ce soit une situation pérenne pour nos populations. Aujourd'hui, on a l'impression que dans cette partie de territoire, on sait que dès qu'on a plus de 25 ans, on a qu'une seule alternative, c'est de percevoir du RSA. Il faut qu'à côté de ça, la solidarité se joue son rôle, mais il faut qu'à côté de ça, on trouve avec les moyens du conseil départemental, avec les moyens des fonds européens, puisque je rappelle quand même, il y a un volet insertion, que les fonds européens, etc., mais qu'on crée, j'allais dire, la bascule pour que ces personnes qui sont dans une situation fragile à un certain moment donné de leur vie, qu'on puisse les réinsérer de manière durable. Donc, ce sont toutes ces actions-là. Et c'est la compétence même du conseil départemental. Et tout ça, je reste persuadé que s'il y a volonté politique, c'est possible, puisque, je le redis encore, et ça c'est important, quand on voit les sommes qui sont annulées chaque année, qui sont votées au budget, qui sont annulées parce qu'ils ne sont pas utilisés, et puis j'allais dire, attendez, quand on est sur un territoire qui est en crise sociale, quand on est sur un territoire qui est en crise économique, je considère que si les collectivités territoriales doivent être gérées comme des entreprises, elles n'ont pas vocation, en tout cas dans les périodes difficiles que nous traversons, à voir afficher des excédents aussi astronomiques. Vous dites qu'il y a beaucoup à faire et que pour l'instant le conseil départemental ne gère pas à la limite comme il faut. Sur notre territoire. Oui, sur le territoire. Si Madame Borel Lincertin, qui est à ces élections, est élue et qu'elle est encore la présidente de cette collectivité, comment ferez-vous pour arriver à vos fins? Ce sera simplement de lui faire remarquer lors des assemblées plénières que, madame, comment se fait-il que vous votez des crédits en début d'année sur le budget primitif et qu'en fin d'année, ces crédits-là, parce qu'ils n'ont pas été utilisés, que vous les annulez, alors même que les besoins sur un territoire ne sont pas satisfaits. Je veux dire, c'est un argumentaire qui est entendable par chaque Guadeloupéen. Je veux dire, et ne pas être sensible à cela. Je veux dire, on a le droit d'annuler des crédits qui ne sont pas utilisés, mais on a le droit de le faire quand les besoins ont été satisfaits en totalité. Or, en tout cas, moi, je parle de notre territoire, vieux habitants, Bouillante, Baïf. Je veux dire, on sait bien que c'est un territoire où socialement c'est extrêmement difficile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vous ai dit, les taux de chômage est plus élevé de la Guadeloupe. Dans tout cela, il nous reste vraiment très peu de temps. Rapidement, vous avez dit qu'il y a beaucoup à faire. Vous nous avez
donner un petit peu votre vision sur le canton. Vous nous avez dit qu'il y a aussi à faire au niveau des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, etc. Mais s'il y a dans tout cela une priorité et un engagement que vous pouvez prendre, un seul, ce serait lequel? Alors, un engagement pour chacun. L'engagement à ce que sur toutes ces politiques publiques qui sont essentielles pour le territoire, à faire entendre la voix de la Côte-sous-le-Vent. Et vous? Donc, redonner confiance à la jeunesse en favorisant le lien intergénérationnel et puis les accompagner. Merci. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission donc demain à 9h30 et puis sur le Facebook de Canal 10 et puis sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes les émissions, tous les cantons. Donc, vous pourrez regarder encore et encore si cela vous fait plaisir ou si vous voulez vous déterminer dans votre choix. Excellente soirée à tous.